Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 15 de la 2e saison, dans lequel j'ai la grande joie d'accueillir Greg Marchand, chef du Frenchy. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge très rapidement. Il faut, c'est essentiel d'évoluer. Parce que, et encore une fois, c'est ce que je dis toujours quand on refait un endroit, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Mais ça va très vite aujourd'hui. C'est quoi la durée de vie aujourd'hui d'un restaurant dans les grandes métropoles? Ça bouge tellement vite, il y a tellement d'excellents nouveaux chefs, d'excellents nouveaux restaurants que ce qui était avant-gardiste une année, quelques années plus tard, en fait, ça devient la norme. Donc voilà. Et puis moi, mes envies, elles changent. Pourquoi Greg ? Parce qu'il fait partie, selon moi, des 10 chefs qui comptent à Paris. Les années passent et Greg et sa femme, Marie, se diversifient à leur rythme, sans perdre leur âme et dans différents registres avec ce même talent. Qu'est-ce que j'adore m'attabler dans leurs établissements où je me régale invariablement. J'aime aussi le fait qu'ils restent fidèles à la rue du Nil, comme si c'était leur boussole. Dans cet épisode, on a parlé de voyage, d'opportunités, de se réinventer et de vin jaune. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Bonne écoute. Bonjour Grégory. Bonjour. On est le 17 avril, ça fait quasiment 10 ans jour pour jour que tu as ouvert Frenchy. Tu te souviens de la première semaine d'ouverture ? Oui, bien sûr, je m'en souviens. T'étais seul en cuisine à l'époque. Oui, j'étais seul en cuisine. J'avais une personne en salle. Ouais, c'était sport. C'était aussi une autre époque. Et je pense que si on m'avait dit à ce moment-là où on en serait aujourd'hui, j'aurais eu du mal à le croire et même à l'imaginer. Ouais, tu l'avais pas anticipé et vu comme ça quand t'as ouvert. Non, quand j'ai ouvert Frenchy, je revenais de 10 ans d'errance à l'étranger. Donc j'ai suivi ma mallette à couteau entre Londres, Hong Kong, New York, Marbella en Andalousie. Et du coup, en revenant, moi je voulais juste créer un petit bistrot de quartier, une cantine de quartier. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on est devenu un petit peu plus que ça, mais on vivait au jour le jour presque. On disait allez, on va ouvrir, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, ça s'est fait très organiquement. Et il faut se souvenir de ce que c'était la rue du Nil à l'époque. Il y avait rien, t'étais le premier à t'installer dedans, c'était quasiment un coupe-gorge. Enfin, j'exagère un petit peu, mais fallait être. T'as été audacieux de t'installer ici et en même temps visionnaire. Ouais, alors c'est gentil, j'aime bien ces mots, audacieux, visionnaire. Moi, j'utiliserais plutôt le mot naïf parce que je connaissais pas du tout Paris. J'avais jamais habité à Paris, jamais travaillé. C'est Marie, ma femme, qui vivait là-bas. Quand on s'est rencontrés, moi j'étais à Londres, donc du coup, quand Marie est tombée enceinte à New York, on est rentré à Paris parce que c'était là-bas où elle avait construit sa vie avant. Et donc je suis arrivé à Paris sans vraiment connaître la ville. Et je pense que c'est justement ça, cette naïveté, qui a fait que la rue du Nil m'ait séduit tout de suite. Ça a été un vrai coup de cœur. L'agent immobilier m'avait bien fait passer par la rue Montorgueil, bien sûr. On avait fait, hop, et là, pam, on tourne à droite, et on est dans une petite rue pavée. Et voilà, moi, c'était un peu l'image que j'avais de Paris. C'était cette image, voilà, de petite rue pavée, un peu perdue. Et voilà, je me suis pas arrêté aux façades, aux rideaux de fer qui étaient fermés, aux crottes de chiens un peu partout. Je me suis vraiment pas arrêté à ça. Et voilà. Et tu t'es pas dit que ça pouvait attirer d'autres personnes ? Enfin, t'y allais un peu au feeling ? Oui, j'y allais au feeling, mais en même temps, voilà, c'était un resto avec une vingtaine, c'est toujours d'ailleurs un restaurant avec une vingtaine de places assises. Paris, intramuros, très central. Donc, je me disais, si on fait quelque chose de bon, les gens, ils vont se déplacer, ils vont traverser la rue Montorgueil. Ça va se savoir. J'étais vraiment parti là-dessus.
Ouais. Tu pensais pas devenir le grand Manitou de la rue du Nil? Oui, le grand Manitou, je sais pas, je pensais pas pouvoir fédérer autant de gens. Après, tout le monde s'est approprié cette rue, Terroir d'Avenir, Hippolyte. Là, on a des nouveaux voisins qui sont en train de s'installer. Plaques, qui vont faire du chocolat, de la fève à la plaquette. Mais c'est marrant, ouais, on a voilà, ça s'est fait vraiment organiquement. Qu'est-ce qui fait que ça a tout de suite décollé? On pouvait réserver, il y avait pas trop de monde et ça s'est emballé en 2 secondes. Enfin, dans mon souvenir, mais je pense que c'est ça quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait un Friends and Family avec tous les contacts de Marie qui étaient dans la pub. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui sont venus parce qu'elle avait un beau réseau, Marie. Et là, dans ce réseau, il y avait des copains de copains qui connaissaient quelqu'un au fooding. Mais c'était genre le premier soir, quoi. Et donc, du coup, ils sont venus, ils ont fait, mais c'est quoi cet endroit? Et du coup, ces gens ont appelé quelqu'un, leur pote au fooding, en disant, tiens, faudrait que tu viennes voir cet endroit. J'étais au Friends and Family d'un truc complètement improbable. Et en fait, c'est comme ça que le fooding est venu la première semaine. Et c'est ça qui a fait décoller le bouche à oreille. Ouais, bah après, ça s'est emballé. Et ça s'est quand même grave emballé. Mais grave emballé. Et le truc assez marrant, c'est que j'ai toujours le carnet de réservation. Le premier, on avait un carnet rouge, il est complètement défoncé, le truc, on écrivait toutes les raisins à la main. Et on peut voir vraiment sur le carnet de résa les premiers, c'est que des potes, je reconnais tous les noms. Puis petit à petit, après c'est page complet. Et voilà, c'était assez fou comme truc. Comme démarrage, mais incroyable. Et puis depuis, ça c'est pas, voilà, ça fait 10 ans que. Arrêté. Ouais. C'était un des premiers, si je peux dire, à être victime de ce côté plein tout le temps, on peut plus réserver. Ouais. C'était encore nouveau un peu à l'époque. C'était nouveau, c'est très frustrant. Moi, je le sais, hein, je le vis aussi en tant que consommateur, en tant que client. Nous, à l'époque, on pouvait pas. Moi, je pouvais pas répondre au téléphone. Je faisais tout. Donc, les gens, ils venaient frapper à la porte. Mais bon, vous imaginez, moi, je suis tout seul en cuisine et j'ai une personne qui est en salle, on peut pas tout faire. Donc, c'est clair qu'à un moment, on pouvait pas répondre. Le téléphone, il sonnait en continu, quoi. Donc, on nous a reproché beaucoup de pas répondre au téléphone. C'était pas un souhait de paraître arrogant. C'était pas un choix, en fait. Moi, fallait que je cuisine, fallait que je me mette en place. Mon serveur aussi, mon maître d'hôtel aussi, donc voilà, on pouvait pas répondre. Je me rappelle, l'après-midi, je me faisais une petite sieste sur le canapé, je fermais les portes à clé, j'éteignais le téléphone et je me faisais un petit flash de 20 minutes avant de reprendre la mise en place pour le soir. Et des fois, je regardais, j'étais juste au fond, à la table 1, là, vraiment au fond, près du mur de briques, et je levais les yeux et je voyais des gens qui regardaient par la fenêtre avec leurs mains collées à la vitre comme ça. Et moi, j'étais là, genre, non, je suis pas là. C'était dur d'entendre la frustration des gens. Je la comprenais, mais c'était dur de l'entendre parce qu'on pouvait pas faire plus, en fait, à l'époque. Et ça nous a collé à la peau pendant très très longtemps, cette presque inaccessibilité qui a pu être prise pour de l'arrogance et ça l'était pas du tout. Au contraire, nous, ce qu'on aime, c'est faire plaisir aux gens. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. C'est une façon pour moi de me faire aimer au travers de ma cuisine. Et aujourd'hui, ça nous colle encore à la peau, hein. Il y a encore des gens, ils voient, c'est impossible d'avoir une table. Alors aujourd'hui, on a mis en place, grâce à des logiciels de réservation, grâce à nos sites internet, voilà, on peut réserver, on a des emails, et puis on a plus de gens. Moi, j'ai une personne qui répond au téléphone presque pas toute la journée, mais tout l'après-midi. Donc oui, voilà, ça a quand même beaucoup changé. Et tu parlais de choix du métier. Tu rêvais de cuisine, enfant ? Non, pas vraiment. Moi, je suis tombé dedans plutôt par accident.
En fait, j'étais à la DAS, je suis orphelin. Et quand j'étais en 3e, il a fallu prendre une décision. Parce que le cursus, on va dire, classique, c'était pas du tout pour moi. J'avais d'autres choses à penser à cette époque-là. Et voilà, j'aurais pu être tailleur de pierre, plombier, électricien. Enfin voilà, j'avais pas mal de potes qui partaient dans des apprentissages, quoi. Voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir la cuisine parce que j'avais une tante qui était cuisinière. Ma maman, je me rappelle quand j'étais petit, elle travaillait comme tipeuse. Alors tipeuse, c'est dans les cantines, la cantine EDF qui était juste à côté de mon collège à Nantes. C'est pas au collège d'ailleurs, c'est le primaire. Donc elle faisait la caisse en gros de la cantine, du réfectoire, ouais. Pour adultes, quoi, de réfectoire de société. Enfin, et donc voilà, et donc j'avais ça. Donc moi j'avais passé déjà pas mal de temps en cuisine avec ma maman parce qu'elle travaillait. Donc après l'école j'allais la voir. Donc je me rappelle traîner avec le pâtissier qui me faisait goûter sa crème anglaise, j'adorais ça, sa crème pâtissière. Je gravitais quand même un petit peu autour de ce milieu, mais bon voilà, c'est une cuisine collective, hein, un peu. Donc t'avais un léger intérêt sans avoir une passion. Voilà, pas exactement, un rêve, enfin, exactement. pas... Mais il y a eu un truc qui, bah voilà, quand j'ai dû choisir, j'ai fait bah ouais, moi je veux faire de la cuisine, donc j'ai été en stage d'une semaine de découverte, comme on fait en 3e, et puis après je me suis inscrit à l'école hôtelière de Nicolas Appert à Orvaux, près de Nantes, où j'ai fait un BEP CAP. Voilà, j'étais pas le meilleur élève. Encore une fois, j'avais d'autres choses à régler dans ma vie. Moi, j'ai quand même toujours eu la chance d'avoir des facilités à l'école sans jamais beaucoup ouvrir mon cartable. Mais voilà. J'ai continué, j'ai passé mon examen. J'étais pas le plus nul non plus, mais bon, voilà. Voilà, c'était plus par nécessité. Parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et après, voilà, bac pro. Bac pro. À Saumur. Ensuite, tu prends tes clics et tes claques. Et j'avais besoin d'air frais, bien sûr. J'avais pas grand chose, on va dire, qui me retenait en France. Et donc, je décide de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais et pour voyager, parce que je me suis dit, je peux voyager au travers à 18 ans. De ce métier. Et j'avais 20 ans parce que j'ai fait 4 ans d'école hôtelière, j'ai commencé à 16 ans. Et donc, voilà, je suis parti en Écosse. Voilà. Et c'est vrai qu'on réduit souvent ton parcours à ton passage chez Jamie Oliver, mais t'as beaucoup voyagé un peu partout. Tu disais à Marbella, Hong Kong. Ouais, j'ai eu beaucoup d'expériences variées. Donc, 10 ans. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait pas mal de trucs. Écosse d'abord. Alors l'Écosse, donc c'était un hôtel, le Peeble Hotel Hydro. Bon, c'était un grand resort de golf. D'ailleurs, il y a eu un master qui a été fait là-bas. Donc, l'Écosse, c'est un pays magnifique, une culture gastronomique plutôt réduite quand même. Hein. Donc voilà, la nourriture là-bas, c'était pas génial. Mais encore une fois, moi, la nourriture, c'était un moyen de survivre, c'était un moyen de vivre, de payer un loyer. Donc là, j'étais encore là, dans la survie. Ouais. Et puis après, je suis descendu, après 7 mois en Écosse, je suis descendu sur Londres. J'étais au Mandarin Oriental à Londres, à Knightsbridge, et j'ai rencontré le chef qui s'appelle David Nichols à l'époque. Et voilà, il me propose un boulot en 2e commis. Alors, c'est pas commis, c'est pas premier, c'est 2e commis. Alors là, c'est le bas de l'échelle. Donc voilà, je débarque à Londres. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens passionnés, voilà, parce qu'il y avait donc un restaurant étoilé qui s'appelait le Foliage. Il y avait donc tous ces banqueting, voilà, tous les grands hôtels, les grands palaces. J'ai découvert ça. Et là, j'ai rencontré. Et là, ça a commencé à monter un petit peu. Ça commence à être un peu plus sérieux. Je me dis, ça commence à me plaire. J'aimais bien, ça m'a donné une bonne structure. Puis j'avais des gens qui m'ont donné la passion. Donc la passion, elle est venue après, au fil de mes rencontres. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que, je savais rien faire d'autre. Et que 2, j'aimais ça. Je me suis dit, autant se donner à fond, et c'est là où j'ai enclenché un peu la vitesse, quoi. Et puis j'ai continué, et puis j'ai suivi ma mallette à couteau comme ça pendant 10 ans.
D'abord au Mandarin, donc après ils ont fermé pendant 5 mois, donc ils m'ont envoyé à Hong Kong, donc j'étais au Mandarin Oriental à Hong Kong. C'est pareil, j'ai fait des super rencontres, j'ai connu une autre culture, j'avais jamais été en Asie. J'avais travaillé, je me rappelle, au Vong, qui était en fait le restaurant de Jean-Jacques Vongerichten, qui était une fusion asiatique français, donc on peut penser au magret de canard au tamarin, foie gras et mangue. Enfin, à l'époque, c'était quelque chose d'un genre très nouveau. Et donc je me suis dit, waouh, c'est cool quand même, c'est bon, c'est des nouvelles saveurs, je connais pas. Et voilà. Et puis petit à petit, en fait, on se fait embarquer dans cette spirale positive de découverte et de curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux aussi. Et humaine, c'est très humain la cuisine aussi. On fait beaucoup de rencontres, on comprend beaucoup de choses. Donc là, tu te laisses un peu porter par la vague en même temps. Tu fais plein de découvertes, tu t'enrichis J'enrichis, voilà, et puis je grandis. J'apprends, je grandis, je commence à me construire un petit peu mon futur, à savoir un petit peu plus ce que je veux faire de ma vie, et voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire alors à l'époque, tu te souviens? Mais je savais pas. Non, quand on était, moi, à 17 ans, on m'a mis en appartement. Donc la DAS donne un appartement en HLM que je partageais avec un de mes camarades. Et il nous donne un budget, et puis à 18 ans, rouler Genèse, donc je savais pas, moi, enfin je vivais un peu au jour le jour, c'était voilà, 17 ans c'est jeune. Quand moi je l'ai pas vécu comme ça, parce que quand je vois aujourd'hui voilà, mes enfants grandir, mais ils sont pas encore 17 ans, mais je me dis, 17 ans quand même, pour être largué un peu dans la nature comme ça, même si y a quand même quelques carcans, c'est très jeune. On peut très vite déjà mal tourner, on peut très vite être influencé. Donc voilà, je savais pas. Ouais, je vivais au jour le jour. C'est pour ça que je dis, j'ai suivi ma mallette à couteau pendant 10 ans, mais c'est littéralement ça. Et donc je suis rentré à Londres, et donc on a fait la réouverture du Mandarin Oriental. Et là, je suis parti pour 7 mois, et puis je m'entendais pas très bien avec le chef. Et là, je suis parti un petit peu en mode petite dépression. Je sais pas, ça arrive dans la vie, je le souhaite à personne, mais voilà, ça m'est arrivé, et il a fallu que je prenne l'air. Et là, je suis parti en plein milieu du service, j'ai jeté mon tablier, et voilà, je pense que j'avais mon passé un petit peu qui me rattrapait probablement, et donc je suis parti dans une petite dépression. J'ai voulu tout arrêter, mais sauf que je savais pas quoi faire d'autre. Donc un chef qui m'a orienté au Savoy Grill à Londres. Donc j'ai passé un peu de temps là-bas, et puis pareil, j'arrivais pas à rebondir. Je fais, putain, il me faut du soleil là, absolument. Et donc du coup j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti à Marbella. Et voilà, quand on est à Londres, en fait, Marbella, ça fait sens parce que il y a beaucoup d'expats londoniens, c'est anglais même. Donc voilà, je suis parti à Marbella. Je suis resté 2 ans, je me suis vraiment ressourcé. Puis j'ai rencontré un chef là-bas. On a ouvert un restaurant ensemble, enfin pour quelqu'un d'autre. On a fait un petit jardin, c'était vraiment super. Et puis il a un appel un jour de Nick Jones, le fondateur du groupe Soho House, le club privé donc à Londres et dans le monde aujourd'hui, qui lui demandait de venir à Notting Hill, à Portobello, pour le club privé l'électrique, pour faire un changement de carte plutôt italien, un peu River Café. Je suis parti à Londres avec lui, et on a changé, donc en tout cas le style, on a refait le restaurant. Et puis voilà, et en fait lui il avait bossé avec Jamie Oliver, ce chef Arthur. Il avait bossé avec Jamie Oliver au River Café justement. Et du coup Jamie Oliver l'appelle après 1 an là-bas, 1 an et demi, à Sovas. Il l'appelle, il lui dit, écoute, moi j'ai besoin d'un chef à 15, là il me faut un chef exécutif. Il fait ouais, ok, d'accord. Donc il part là-bas, et moi je le rejoins quelques mois après, histoire d'assurer qu'on laisse les cuisines dans un bon état avec la relève, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sous-chef dans un premier temps chez Jamie Oliver,
au 15. Et puis voilà, lui il est parti, Arthur. Et donc je me suis retrouvé être chef avec un chef exécutif au-dessus de moi. Donc, c'est lui qui t'appelait Frenchie. Et voilà, je me rappelle la première fois, il rentre dans les cuisines, il fait c'est toi le Frenchie. Je fais oui. Et puis après du coup tout le monde t'appelait comme ça. Tout le monde, et personne ne savait mon vrai nom en fait. C'était ça qui était assez marrant. Donc je suis resté quand même là-bas presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et donc là, je rencontre Marie. J'avais fait un peu le tour de Londres. Et je me suis dit, what's next, quoi. Après Londres, je me sentais vraiment pas. Alors moi, j'étais l'expat, mais typique, qui disait, moi, je reviendrai jamais en France. Enfin, vraiment, il y a un vrai syndrome expat, un petit peu. On l'a tous à un moment où on se dit non, moi, la France, non, je retourne pas. En plus, moi, j'avais pas vraiment d'attache, quoi. Paris, j'aurais jamais été à Paris tout seul, je connaissais pas du tout. Voilà, ça m'attirait pas du tout. Et là, je rencontre Marie, parce que j'avais embauché son frère, son demi-frère, Nicolas Scheid, qui a ouvert l'Office après, oui, à Paris, qui est maintenant à Bruxelles, qui a plusieurs restaurants à Bruxelles, qui fait un carton, qu'on se voit toujours d'ailleurs. Et là, voilà, je rencontre Marie, donc via Nicolas en Alsace, et voilà, et on commence une histoire d'amour. Et donc elle habitait à Paris, et donc moi à Londres, donc on se voyait pas mal entre les deux. Et puis à un moment, je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien bouger, faire autre chose, j'aimerais bien aller à New York. Est-ce que c'est quelque chose qui te branche, quoi? Elle a fait, ouais, pourquoi pas. Et voilà, pas d'enfant, hein, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, on est parti à New York. Alors là, moi, je suis resté 2 ans. Marie, elle est venue me rejoindre, elle est restée un peu plus d'1 an. Et puis... Tu bossais à la Gramercy Taverne? Voilà, à la Gramercy Taverne, ouais. Moi, j'avais fait le tour, en fait, j'avais envoyé mon CV, j'avais pris le guide Michelin New York, j'avais envoyé mon CV dans les endroits qui me paraissaient sympas, parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai posé une semaine de vacances, j'ai été faire des essais aux gens qui m'avaient répondu. Donc j'avais été chez Daniel, j'avais été à Blue Hill, mais pas le Blue Hill à la campagne, hein, le Blue Hill à Washington Square, dans New York. J'avais été au Spotted Pig, et puis Gramercy Taverne. Et waouh, là j'avais jamais vu, en fait. C'était des nouvelles saveurs. Voilà, j'ai rencontré Michael Anthony, le chef, et voilà, ça a été un peu un coup de foudre, on va dire, professionnel avec Michael, et voilà, du coup je suis rentré et j'ai donné ma dème, et ils m'ont dit qu'ils me sponsorisaient mon visa, et donc je suis arrivé à New York comme ça, et c'était top. Et c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu nous as raconté là? Bah, en fait, comme on peut le voir, voilà, j'ai fait tellement de choses différentes. Mais j'ai eu la chance de toujours travailler pour des entrepreneurs très successful. Jamie Oliver, Nick Jones, Danny Meyer. Et donc, je pense que tout ça, en fin de compte, ça m'a probablement un peu donné la fibre entrepreneuriale aussi, parce que même quand on est en cuisine, si on est un petit peu discret, on voit un peu comment l'entreprise est gérée, on apprend énormément de choses. Et c'est toujours ce que je dis à mes cuisiniers, c'est vous arrêtez pas à la cuisine, soyez curieux, posez des questions. Engagés avec le front of house, avec la salle, avec vos sommeliers, soyez passionnés par le vin, soyez passionnés par notre métier, parce que notre métier il se résume pas juste à la cuisine. Et je pense que voilà, moi j'étais comme ça, et du coup j'ai énormément absorbé de choses probablement inconsciemment à l'époque qui m'ont vraiment servi après, plus tard, quand j'ai ouvert Frenchie avec mes propres deniers. Et quand vous êtes rentrés, donc c'est parce que Marie était enceinte, t'as pas été tenté d'aller bosser chez un chef français pour te faire un réseau français? Tu voulais vraiment ouvrir ton restaurant? Ouais, je pense que l'arrivée d'un enfant, je me disais ok, c'est bon, il est temps maintenant, c'est bon, je vais bosser pour moi, j'ai assez d'expérience, il est temps que j'ouvre mon truc. Vraiment, faut y aller là.
Ouais, je pense que c'est l'arrivée de Tom, mon premier fils, qui a aujourd'hui donc 10 ans. Hein. Ouais, je pense que ça m'a motivé pour être mon propre chef et prendre en main un peu plus mon destin, quoi. Et ton identité culinaire, elle est venue facilement quand t'as fait ta première carte. T'as mis toute ton histoire, tes expériences dedans. Ça évolue toujours. Au début, c'est vrai que chaque chef, au début, on fait ce qu'on connaît, on comprend les idées à droite à gauche, et puis petit à petit, l'identité, elle se forge, elle s'écrit. Mais oui, au début, c'était un petit peu un ramassis de tout ce que j'avais appris. Et après, ma cuisine, elle est comme mon parcours. C'est une cuisine ancrée en France, avec mes 4 ans d'école hôtelière, mais tournée vers l'international, tournée vers le monde. Tout ce que tu as vu, tout ce que j'ai vu, voilà. De l'Asie à l'Angleterre, à l'Italie, avec les influences. Donc c'est ça, en fait, ma cuisine, elle est comme mon parcours. Exactement. Mais ça a été assez instinctif? Oui, alors au début, on a un peu la tête dans le guidon, donc comme je disais, on fait les choses qu'on connaît. Après, petit à petit, quand j'ai commencé à avoir des équipes, qu'on a commencé à développer, quand on a commencé à pouvoir se poser et à réfléchir un petit peu, voilà, hein, ça évolue beaucoup plus. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec beaucoup plus de mains dans la cuisine. Et donc, voilà, ça aide aussi, ça aide à affiner, à raffiner, à évoluer. Aujourd'hui, juste au restaurant, j'ai 5 personnes en cuisine, alors qu'à l'époque, j'étais tout seul. Donc, bien sûr que la cuisine, elle a évolué. Elle est devenue un petit peu plus technique, elle est devenue un petit peu plus précise aussi. Elle est, mais c'est normal, et heureusement. Heureusement, je faisais pas tout seul le travail de 5 personnes, je pouvais pas. Ça, c'est juste pas possible. Donc oui. Et ta première carte, tu te souviens quand tu l'as conçue? Ma première carte, oh là là. C'était dur, c'était facile. Oui. Enfin, un peu les premiers plats. Mais c'était dur. En plus, je connaissais pas les fournisseurs, j'avais pas de. Donc c'est compliqué, ça. Hein. J'arrivais un peu en terrain vierge, je connaissais pas du tout. Il y avait pas encore Terroir d'Avenir. Ils commençaient juste, mais ils avaient pas de quoi, en tout cas, fournir tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une carte ou d'un menu. Mais ouais, non, je l'ai faite. Je me rappelle plus. Alors après, c'était une carte courte. On avait 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Donc c'était assez simple. Enfin, c'est simple, mais ça changeait presque tous les jours, par contre. Donc voilà, on était vraiment dans la. Et là, je pense que c'est cette cuisine très Jamie Oliver, très sur le pouce comme ça, qui m'a drôlement aidé pour avancer comme ça, justement. Puis, un côté aussi décomplexé, où t'avais pas peur de mixer des choses qu'on pourrait peut-être penser immixables, ou tu vois, enfin. Mettre de l'italien avec des saveurs je sais pas, exotiques, ou oui, pas d'exemple précis, mais justement, enfin, il y a le fait d'être instinctif, tu réfléchis moins et tu fonces, ou... Oui, tu réfléchis moins, tu fonces, après tu goûtes, hein, faut quand même que ce soit bon. Voilà, après faut que ce soit bon, mais on sait ce qui fonctionne. Enfin, voilà. Et après, souvent, d'ailleurs, les choses que l'on met ensemble, les improbables et qui fonctionnent très bien, c'est souvent des accidents. Moi, je sais, des fois, on goûte quelque chose en cuisine, on repose la cuillère, après on goûte autre chose, et là, on a encore le goût d'avant, et on se dit, mais attends, ça marche super bien, waouh! Et là, c'est un peu comme on prend une gorgée de vin après avoir mangé une bouchée d'un plat, et je dis waouh, ça fonctionne, ça match, c'est pareil. Et on se dit, tiens, faut que j'explore ça, et ça fonctionne. Mais au début, on fait les choses qu'on connaît, bien sûr. Et en 2011, t'as ouvert le bar à vin. Est-ce que c'était pour remédier à cette difficulté de réserver? Oui, moi, le bar à vin, c'était un client du Sentier, donc qui avait le local, qui venait tout le temps déjeuner.
il m'a dit, écoute, moi j'ai le local juste en face, il se libère. Et moi je fais non mais tu rigoles, qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas le temps. Enfin voilà. Et puis petit à petit, en parlant avec mon maître d'hôtel, il m'a dit ouais, ça serait quand même bien, regarde, on pourrait faire un truc. Et voilà, j'avais pas encore trop le concept du truc. Et puis petit à petit, ça a maturé. Il est revenu déjeuner et je dis écoute, donne-moi c'est quoi les conditions. Et voilà, c'est comme ça on a ouvert le bar à vin, un peu oui en antichambre on va dire de Frenchy. C'était tout petit parce qu'à l'époque on avait que la salle où il y a le bar, donc ça fait 20 mètres carrés je pense. Et voilà, on l'a fait parce que voilà, ça nous faisait marrer. Et puis on a proposé un peu plus que les charcuteries et les planches parce qu'on avait la cuisine en face où on pouvait cuisiner, donc produire. Et voilà, on a fait une petite carte. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, voilà, le bar à vin, ça existait pas vraiment. Enfin, c'était les premiers. Enfin, il y avait des bars à vin. C'était un peu les premières annexes de bistrot. Exactement. Et maintenant, c'est vrai que tout le monde a son bar à vin. Non, mais c'est vrai. Mais à l'époque, tous les bistrots qui se respectent à son bar à vin. Ouais, moi, je plaisante, mais non, mais à l'époque, c'était assez novateur, c'est vrai. Et puis voilà, ça, nous on avait fait un peu ça pour désengorger le restaurant, pour que les gens viennent boire un coup en attendant leur table, parce qu'on faisait les 2 services, ces fameux 2 services. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé avec la queue au bar à vin. Merde. Et oui, il fallait s'inscrire sur la feuille. Ouais. Et donc on a dit, oh là là. Et donc là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, j'étais très, très heureux d'ailleurs. Et du coup, le même propriétaire, il me dit, écoute, j'ai le local d'à côté qui se libère. Et ils sont communicants. Il y avait déjà un trou, il y avait juste du placo, enfin voilà, qui séparait les deux locaux. Et là, j'ai fait, super. Et donc là, on a pu agrandir le bar à vin et étendre l'offre avec une petite cuisine et donc voilà, on a pu vraiment développer l'offre du bar à vin on a gardé le nom du bar à vin, mais bon, aujourd'hui c'est un restaurant de petites assiettes en fin de compte. C'est un établissement en soi, c'est pas exactement. Ça l'est devenu très vite. Oui, exactement. Ouais. On a 40 places assises aujourd'hui, vous avez une super cuisine maintenant. Et la cuisine, elle est top. Non, ça plaît beaucoup et c'est vraiment deux ambiances différentes entre le restaurant, donc c'est très complémentaire. C'est un endroit où tu viens sans doute plus souvent aussi que chez Frenchy. Voilà, déjà faut pas réserver. Voilà, on a un ticket moyen qui est aussi moins élevé. C'est plus le bar à vin de tous les jours. Enfin voilà, on peut passer, grignoter un plat, boire un verre et puis rentrer chez soi ou venir avec une bande de potes, rester jusqu'à 1h du mat et faire toute la carte et voilà. On peut se l'approprier de beaucoup de façons différentes, le bar. Est-ce que ça te sert d'endroit de test un peu pour tester tes idées que tu vas mettre ensuite au Frenchy ? Oui et vice-versa, ça dépend. Vraiment, ça dépend vraiment. On a refait le bar à vin pour avoir une ligne directrice un petit peu plus marquée par rapport au restaurant, parce que au final, ça se regrouperait un petit peu trop. Et donc voilà, mon bar à vin, j'ai voulu ramener, donc on a fait une refonte complète du bar à vin l'année dernière, donc autant en architecture, enfin en décor avec Émilie Bonaventure, que sur la direction un peu, on va dire, artistique de la cuisine, avec des choses un peu plus coquines, un peu plus moins restaurant, voilà. Donc plus petites assiettes. Voilà, donc c'est un peu la direction qu'on a prise du coup pour vraiment se différencier du Frenchy, du restaurant. Voilà. Et après Frenchy to go, donc en 2013, ça c'est toi qui l'as voulu et tu t'es dit ça y est, je me développe, ou c'est encore quelqu'un qui est venu te dire non, mais c'est marrant, mais c'est encore une fois en fait c'est très opportuniste comme développement, enfin. Ça, et pourquoi pas mais pourquoi pas, exactement. Et en fait là ça a été, il faut juste saisir les occasions, et je pense que là ça a vraiment été un truc assez marrant. C'est Marie, on habitait rue du Caire à l'époque, donc juste à côté du restaurant, qui devait libérer la babysit ou je sais pas quoi,
Et elle était un peu à la bourre, elle m'a fait, est-ce que tu peux me faire on faisait du pulled pork au bar à vin à l'époque. Est-ce que tu peux me faire un pulled pork à emporter? Donc je l'enveloppe dans du papier alu. Elle mange sur le retour à la maison, sur le pouce. Et puis le lendemain, elle me dit c'est super, il faudrait qu'on ouvre un truc à sandwich, ce serait canon, j'ai adoré, c'est super bon. Moi je dis écoute, il y a le local, il se libère là. J'en ai parlé la semaine dernière à la gérante qui veut le vendre. Donc le truc un peu, ok, peut-être un signe. Et donc voilà, c'est comme ça que Frenchy to Go, qui aujourd'hui qu'on appelle d'ailleurs Frenchy Fast Good, FTG, parce que personne prend à emporter. Hein. Donc c'est pas du Frenchy to Go, c'est du Frenchy to Stay. Hein. mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, la cave, t'as ouvert la cave en 2015 et Londres en 2016. Londres, c'était un souhait de votre part ou c'est... Le retour un peu aux sources, c'était toujours un peu une idée que j'avais derrière la tête. Et puis ça s'est fait grâce à mes potes de l'Experimental qui, eux, ouvraient des adresses à Londres. Et en fait, le landlord, le propriétaire de 90% de Covent Garden, ils sont venus à Paris pour les rencontrer. Ils nous ont mis en contact et moi, je les vois, les costard cravate, très londonien, arrivé avec un plan de Covent Garden. Bam, nous, on adore ce que vous faites, on a un site ici. Quand est-ce que vous voulez venir le voir? Alors, on se regarde avec Marie et tout, on fait semaine prochaine. Et donc tout d'un coup, voilà, on s'est retrouvés. C'était en 2015, je pense. Ça devait être en septembre-octobre 2015. Non, 2014. Et on se retrouve à Londres dans ce Covent Garden Grill. On faisait des burgers, c'était horrible. Ouais, c'était novembre parce qu'il y avait les décos de Noël. Je me rappelle les guirlandes scotchées au truc. Enfin, c'était le truc fait de l'imagination, encore une fois. Mais bon, voilà, super bien placé, voilà, on est retourné, on a fait super, comment on fait? Et voilà, là on a cherché du financement via la BPI qui nous a accompagnés, ce qui nous a permis aussi nous de garder notre indépendance. Et voilà, donc ça s'est fait vraiment donc comme ça. Tout d'un coup, du jour au lendemain, presque, on s'est retrouvé avec un local à Covent Garden qui n'était pas encore sur le marché et un financement. Et on s'est lancé fleur au fusil et voilà. Il y a eu plusieurs nuits où j'ai pas dormi, où on n'a pas dormi avec Marie quand même avec ce projet. Mais aujourd'hui, on en est très content, mais c'était un projet, pour nous, c'était gros. Comment on fait pour passer justement d'un établissement à 5 aujourd'hui? C'est très douloureux. Il y a des crises de croissance à chaque étape et c'est douloureux. Aujourd'hui, on est passé en 10 ans de un employé à 70. Donc oui, c'est douloureux, mais c'est une douleur, une bonne douleur, on va dire. Ça a été possible parce que Marie t'a rejoint? Aussi, bien sûr. Ouais. Bien sûr, jusqu'à l'ouverture du FTG, je faisais les papiers, je faisais tout. Donc quand Marie est arrivée, moi, ça a permis de partager le travail. Donc moi, je me concentre beaucoup plus sur la partie opérationnelle, équipe et création, et Marie derrière le back office avec la communication, la compta, le légal, toutes ces choses là en fait qui permettent d'avancer. Ouais, surtout quand on a 5 établissements et 70 employés, ça commence. Voilà. Et qu'est-ce qui guide tes assiettes? Les assiettes, le produit, hein, bien sûr. Enfin, c'est un peu le basique. Donc, qui dit produit dit saison. Voilà, c'est ça. Et puis, je m'inspire de voyages. On voyage un peu aussi. J'échange beaucoup aussi avec mes équipes. J'ai la chance d'avoir des équipes qui sont extrêmement internationales, très cosmopolites.
Je crois, on a 15 nationalités en tout. Voilà, tout le monde apporte aussi beaucoup de leur propre expérience, de leur propre culture. Tu gardes ce côté international finalement, même en étant à Paris, ça vient à toi aujourd'hui. Ouais, on a vraiment des équipes très mixtes. Et ça c'est top parce que ça nous permet de voir un petit peu autre chose. Ça nous ouvre sur le monde. Ça continue de nous ouvrir sur le monde. Et qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ? C'est ce que j'ai dit. Je pense que la cuisine, c'est une façon de me faire aimer. Voilà. Je pense que bon, c'est des années de psychanalyse là qui parlent. mais je pense vraiment qu'il y a un lien très étroit dans la cuisine, l'hospitalité, faire plaisir aux gens. Je pense que c'est important pour moi. Ok, on va passer à l'interview aller-retour. Il faut répondre du tac au tac. C'est facile, hein. Ton âge ? 40 ans. Ton signe astrologique ? Cancer. Ton plat signature ? En fait, j'ai pas de plat signature. On va dire le fumage. J'aime beaucoup le fumage. Voilà. Ton plat préféré que tu aimes manger ? Mon plat préféré, c'est pareil, ça dépend des saisons. Là, je vais dire, j'adore l'asperge mori vin jaune. C'est un truc que je kiffe grave. Le chef que tu admires le plus ? Un des chefs que j'admire le plus serait Michael Anthony. Ton ingrédient préféré ? Ça bouge les saisons, j'ai en hiver les agrumes. Et ton ingrédient détesté ? J'ai pas vraiment d'ingrédient détesté. Je suis juste pas fan des rognons. Ton ustensile fétiche ? Mes couteaux. Ton dernier meilleur repas ? Le Clarence. Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir ? Le prochain que je vais ouvrir, peut-être. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? En tout cas, qui revient souvent. J'aime bien quand les gens qui aiment pas quelque chose viennent me voir et me disent vous m'avez fait aimer quelque chose que je n'aimais pas. Ça, j'aime bien. Et la pire critique ? La pire critique, c'est la critique qui n'est pas constructive. La critique hate, ça, j'apprécie pas. Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ton quotidien ? C'est en fait, chaque journée est différente et voilà, j'aime pas trop la routine et c'est vrai qu'aujourd'hui je peux voyager, je peux rencontrer plein de gens et je touche un peu à tout, à la cuisine, au back office, on a plein de projets en fait. C'est voilà, des fois d'ailleurs c'est un peu overwhelming. Enfin, on est un peu la tête qui va exploser, mais c'est ça que j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à s'ennuyer assez vite, donc du coup, en créant tous ces univers, ça me permet de toujours avoir un truc différent à faire. Ça, c'est bien. Est-ce que tu as besoin de cuisiner tous les jours ? Oui, alors même si aujourd'hui, c'est vrai que je cuisine un petit peu moins tous les jours, mais j'ai besoin de cuisiner tout le temps. Moi, je cuisine beaucoup à la maison. Je me suis fait une petite cuisine très sympa pour des potes. Même des fois, on fait avec mon chef exécutif, on va chez moi parce que j'habite juste à côté du restaurant pour faire nos essais. Quand les cuisines, on n'a pas de place des fois dans les cuisines. Donc oui, il faut que je sois près d'une cuisine tout le temps. Ça il le faut. Sinon ça gratte. Est-ce que tu te souviens quand tu t'es senti chef pour la première fois ? Ouais, mais probablement le jour où j'ai ouvert Frenchy. Ouais. Et comment tu te présentes aujourd'hui, chef, cuisinier, restaurateur ? Cuisinier, restaurateur, j'aime bien. Ouais. Ça dépend à qui je parle aussi en face. Mais cuisinier, restaurateur, c'est pas mal. Et quel genre de chef es-tu ? T'es sympa ou t'es un peu dur ou t'es... Ça faudrait le demander à mes équipes plutôt, parce que c'est dur de s'auto-évaluer quand même. Mais en tout cas, je prône pour une ambiance bienveillante dans les cuisines, dans les restaurants. Et je pense que ça se ressent vachement. On me le dit souvent, donc voilà. On essaye d'être respectueux, de faire sentir aux gens qui sont
qui sont valuable, qui sont voilà et voilà, on essaye de créer ce qu'on appelle notre Frenchy Family. T'as reçu une étoile en janvier dernier. C'était un rêve ou c'est arrivé par hasard? Enfin, pas par hasard, mais tu t'y attendais? C'est un peu arrivé à un moment où je m'y attendais plus, en fait, et donc ça fait super plaisir. Vraiment, ça fait très plaisir, cette étoile. Ça fait plaisir qu'il y ait une étoile qui brille rue du Nil, et on a célébré ça comme il se doit. Tu réinventes régulièrement tes restos. Tu disais qu'au Frenchy Bar à Vin, t'as refait la déco. Enfin, déjà, au Frenchy, t'avais refait la déco. Frenchy Bar à Vin, là, t'as changé le Frenchy to go. T'as jamais été tenté d'ouvrir un Frenchy plus grand? Enfin, je veux dire, le restaurant originel. Tu vois, plus grand, plus confort, plus... Aujourd'hui, je trouve que... Non, pas. J'en ai pas en tout cas l'intention, l'envie pour le moment. Après, never say never, mais je pense que ce qui fait aussi le charme du restaurant, c'est les autres restaurants, la rue du Nil, la petitesse, le côté très intimiste. Donc, moi j'aime bien ça et voilà, je pense que non, le restaurant Frenchy, en tout cas, non, il restera là pour le moment. T'es attaché à cette adresse? Très attaché. Ouais. Je suis très attaché à cette adresse. Je suis très attaché à la rue du Nil. C'est toute ma vie aujourd'hui. Hein. J'habite au bout de la rue du Nil. Mes enfants sont à l'école de l'autre côté de la rue Montorgueil. Enfin, oui, c'est notre petit village. Donc, oui, bien sûr, j'y suis très attaché. Ouais. Et cette remise en question quand même assez permanente, j'ai l'impression, chez Frenchy, c'est nécessaire? Toujours, chez Frenchy et partout d'ailleurs. Je veux dire, aujourd'hui on est dans un monde qui bouge très rapidement. Il faut... c'est essentiel d'évoluer. Parce que... Et encore une fois, c'est ce que je dis toujours, quand on refait un endroit, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Mais ça va très vite aujourd'hui. C'est quoi la durée de vie aujourd'hui d'un restaurant dans les grandes métropoles? Ça bouge tellement vite, il y a tellement d'excellents nouveaux chefs, d'excellents nouveaux restaurants, que ce qui était avant-gardiste une année, quelques années plus tard, en fait, ça devient la norme. Donc voilà. Et puis moi, mes envies, elles changent. En tant que chef, en tant que cuisinier, en tant que restaurateur, en tant qu'entrepreneur, on évolue aussi, donc je pense qu'il faut faire évoluer ça, et c'est pour ça que tous les 5 ans, je dirais, aujourd'hui, on repense un petit peu les lieux, on reprend une direction, on fine-tune un petit peu les choses, et je pense que c'est pour ça aussi que ça fait 10 ans que ça dure. Si je faisais la même chose que je faisais il y a 10 ans, ça serait obsolète. Et puis, moi, je m'ennuierais à mourir. C'est vrai que ça fait 10 ans que tu as ouvert. Ça fait 10 ans que tu as ouvert. Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas trop une vision à 10 ans. Là. J'ai plus une vision à 2-3 ans. Pour le moment, on va voir. On a plein d'envies. On a pris énormément de temps dernièrement, d'ailleurs, les 2 dernières années, pour se poser et comprendre ce qu'était Frenchy. On a fait un brand book, donc un peu une analyse d'ADN du groupe, déjà du groupe, de Frenchy Hospitality Group, qui est notre holding, et puis de chaque établissement séparé. Donc vraiment pour comprendre et pour être sûr de ne pas se diluer et être sûr de ne pas diluer notre ADN. Parce que quand on grandit comme ça organiquement, on ne pense pas nécessairement à ce qu'on est et à ce qu'on fait, on le fait. Mais sauf qu'au bout d'un moment, on a des gens, on a 70 personnes, donc cette voix, il faut pouvoir la transmettre, il faut que les équipes puissent la transmettre.
Et donc on a dû se poser à un moment, surtout après l'ouverture de Londres, pour dire ok, on se pose et on se fait une petite évaluation de ce qu'on est, quoi. Et voilà. Et donc on a fait ça. On vient d'avoir le Brain Book, qui est un cahier un petit peu qui dit en quelques mots. Et c'est ça qui est dur, c'est de synthétiser en fin de compte en quelques mots. 10 ans. Oui, mais c'est ça. Donc ça a été Frenchy, assez dur. Donc et donc voilà. Maintenant on sait plus. Donc on est en train d'explorer plusieurs pistes entre Londres et Paris, voir un petit peu comment on peut évoluer. On peut faire évoluer aussi nos collaborateurs, parce qu'aujourd'hui on se doit de créer des opportunités pour nos collaborateurs, et donc voilà. Et donc à 2-3 ans, la vision, elle est où? Bah elle est toujours. En fait, en faisant ce Brain Book aussi, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on n'était pas prêt à se diluer et à faire à grandir trop vite. On aime bien le côté familial de Frenchy, et donc ça, on a vraiment décidé avec Marie, et on l'a d'ailleurs communiqué lors de la remise du Brain Book et la présentation du Brain Book à nos équipes. On a partagé avec eux notre vision de ce que devrait être Frenchy, et il faut qu'il reste familial, il faut qu'on reste indépendant financièrement aussi. Et donc aujourd'hui, voilà, Marie et moi-même avons 100% de notre holding, et c'est vrai que on pourrait aujourd'hui chercher à diluer un petit peu ça pour pouvoir agrandir, mais c'est pas, non, on va rester. On a pris cette décision, donc ça nous a mis un peu de temps aussi à décider, parce que c'est compliqué, hein. Et moi, voilà, je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. En fait, c'est un peu un peu ce qu'on a décidé. Donc ça veut dire qu'on doit avoir voilà, on a des échéances, on est de remboursement de prêts, de choses. Donc voilà, faut qu'on absorbe un petit peu ça, et puis après, moi j'ai des envies, mais bon, on parlera peut-être à un autre moment, mais voilà, on a des idées en tout cas. Mais en tout cas, c'est nécessaire aujourd'hui, pour continuer à exister dans ce paysage qui est devenu de la restauration parisienne, voire mondiale. Il faut se renouveler. Tu disais, mais il faut s'agrandir, il faut tout le temps aller au-delà. Oui, je pense que c'est important de grandir, c'est important de faire d'autres projets. Après, c'est ma vision personnelle qui me va à moi. Je pense que tout le monde est différent. Il n'y a pas de j'ai raison ou j'ai tort. C'est juste que moi, je crois les vertus de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher des nouveaux challenges. Je crois aussi beaucoup dans mes équipes. Et donc voilà, c'est faire évoluer ces équipes aussi au sein de notre famille, et je pense que c'est assez important aussi de créer des opportunités. Donc voilà, vraiment, c'est ma vision à moi, personnelle, mais je pense que c'est important, ouais, d'évoluer. Mais après, pas trop vite, c'est toujours pareil, à notre rythme. Parce que au final, c'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. Donc faut aussi prendre plaisir pendant toutes ces étapes. Moi, j'adore créer un endroit de toute pièce où on commence avec la page blanche. Enfin, je veux dire, c'est un sentiment de liberté totale. Et voilà. Et là, ça commence à me manquer un petit peu, parce que notre dernière ouverture, elle était en 2016, même si on a fait pas mal de collabs et de résidences, un livre de cuisine. Enfin, je veux dire, on a été actif. On a été très actifs, mais voilà, il y a une ouverture en propre, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai que les chefs disent souvent ça, que c'est un peu une drogue. Ouais, c'est un peu une drogue, ouais. T'es pas le premier à me dire ça. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté?
ma plus grande fierté, c'est ma famille, c'est mes enfants, et je trouve qu'aujourd'hui, en plus, ma famille, ma extended family, je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, parce qu'aujourd'hui c'est pas un travail, c'est un style de vie aujourd'hui. French, voilà, on travaille ensemble, on vit notre passion, on vit notre métier. Donc voilà, il n'y a plus vraiment de ligne entre je vais bosser ou non, et donc c'est ça, je pense, j'en suis fier d'avoir réussi à créer cet environnement qui inclut ma famille biologique et professionnelle. Ouais, je trouve que c'est sympa ça. Bon, l'interview touche à sa fin, on a une petite fin. Est-ce que tu as une recette super simple que tu fais à la maison à nous donner ? Oui, alors en ce moment, tiens, par exemple, j'ai fait ça, c'est vraiment très simple. Je prends du brochure, le fromage brousse corse, et je le démoule juste de son moule et je mets un peu d'huile d'olive, un peu de za'atar, quelques zestes de citron, et je sers ça avec sur une tranche de pain grillé avec des petites asperges vertes. Ouais. Et ça marche vraiment super, c'est hyper simple et c'est un super petit encas. Voilà, j'ai fait ça la dernière fois au brunch le dimanche. Merci Greg. Merci. Vous venez d'écouter l'épisode 15 de la saison 2 avec Greg Marchand. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous rue du Nil, à Paris 2e, au Frenchy Bar à Vin ou au FTG, et aussi à Londres au Frenchy Covent Garden. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.